Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis ravie, ainsi que Christelle, de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc c'est en fait un espace que j'ai conçu, que j'ai créé pour en fait explorer en profondeur les défis, mais aussi les trésors liés à la sensibilité. Donc pour ma part, juste quelques mots. Donc j'accompagne les hypersensibles et hauts potentiels. Mon intention, c'est vraiment d'arriver au travers de mes accompagnements, finalement, à leur permettre de libérer toutes les pensées, les émotions, les croyances limitantes, et afin finalement que les hauts potentiels sensibles puissent pleinement déployer leur sensibilité, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. C'est ce que j'appelle aussi prendre sa place dans le monde ou retrouver sa souveraineté intérieure. Donc c'est un concept qui m'est cher. Donc en fait, ce webinaire, il s'inscrit dans une série de partages en fait que j'ai amorcé maintenant il y a quelques temps, que je propose sur différents médias, dont ma chaîne YouTube, les ateliers d'Aude Valérie ou le podcast. Et l'objectif, c'est d'y faire intervenir, d'entendre des voix authentiques, des personnes en fait qui ont été confrontées un jour dans leur vie à des challenges, des défis liés à cette sensibilité, mais qui ont su finalement plonger en elles-mêmes et traverser des épreuves afin finalement d'en faire jaillir une force, une clarté, un trésor. Donc le webinaire de ce soir, on l'a pensé comme un voyage autour de la thématique de la résilience et de l'authenticité. Et nous serons très bien accompagnés pour ce faire, pour le réaliser, parce que nous serons guidés par Christelle Morellet, que j'ai le grand plaisir d'inviter aujourd'hui. Donc, Christelle, bah, c'est une femme au parcours singulier qui est passée finalement du monde académique à celle de l'accompagnement intuitif. Donc, Christelle, tu es conférencière, révélatrice d'authenticité et tu amènes en fait chacun, chacune à trouver les clés de son équilibre. Et tu as un sujet, tu me l'as toujours dit, qui est particulièrement au cœur de tes accompagnements, c'est celui des jeunes, mais finalement aussi de toute personne en quête de sens. Donc voilà, donc ce moment, c'est vraiment une invitation à explorer le lien entre épreuve, transformation, reconnexion à soi. Donc on va un petit peu voilà naviguer entre toutes ces notions ce soir. Donc comme je le disais au début, on prendra un temps de questions-réponses à la fin. On est en petit comité ce soir, donc ce sera peut-être à l'oral pour certains, si vous avez envie d'ouvrir les micros. Ça peut être aussi à l'écrit. Donc déposez tout au long de la discussion en fait vos questions dans le chat. Donc, bah, Christelle, bonsoir et puis merci d'être avec nous ce soir. Et Oui, bonsoir. Merci avant beaucoup. de rentrer en fait dans le détail de ton parcours, peut-être au-delà de moi ce que j'ai pu présenter de toi, est-ce que tu souhaites poser quelques mots pour te présenter? Comment dirais-tu qui tu es aujourd'hui après ton parcours sur lequel on va revenir en détail par la suite? Alors, avant toute chose, merci beaucoup, Aude Valérie, pour cette opportunité de parler de ce parcours qui est le mien. Merci à tout le monde d'être présent. Euh, comment me présenter aujourd'hui après tout ce parcours? Je dirais que je suis quelqu'un qui a à cœur d'aider, d'accompagner les gens à retrouver leur équilibre et à leur faire prendre conscience de l'importance d'écouter les signaux de leur propre corps. C'est très lié à mon histoire et donc je dirais que je suis comme une sorte euh, de joaillière. Je refais briller le diamant intérieur des personnes, les différentes facettes du diamant intérieur des personnes. Voilà. Bah, c'est génial, moi qui parlais de souveraineté, là ça y est, on a déjà le diadème, la couronne. Ok, bon, on reviendra de toute façon sur sur ce lien aussi avec le corps et les émotions parce que ça fait partie intégrante de ton parcours. Mais déjà, je reviens sur ce mot-clé qui est important pour toi, c'est-à-dire, tu te dis donc révélatrice d'authenticité. Et est-ce que finalement, enfant, petit, tu t'imaginais un jour bah, accompagner les autres à se reconnecter à leur authenticité? Ah, absolument pas, absolument pas. Quand j'étais petite, je me sentais pas forcément très en phase avec le monde qui était le mien. Euh, J'étais très connectée à la nature parce que
j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait construire l'unique maison dans une forêt. Et donc pendant très longtemps, j'avais pas forcément de d'amis pour jouer et donc je passais mon temps avec mon petit frère à grimper dans les arbres, à observer les animaux de la forêt, de la nature. Et, euh, Mm. et si j'en parle, c'est que aujourd'hui, bizarrement, euh, eh ben ça revient, tout ça revient dans ma vie. Mm. Mm. C'est pour ça que je pose la question, parce que je pense qu'il y a toujours une part d'enfant en nous, quel que soit l'âge. Et quand on se retrouve, enfin, on va voir finalement que c'est aussi une reconnexion à soi, ben, on retrouve aussi cette part voilà, de spontanéité, de joie aussi. Donc, et puis ce côté nature, je pense que ça doit parler aussi aux personnes sensibles, parce qu'il y a souvent ce lien profond avec l'environnement. Et justement, est-ce que toi, tu penses que, alors ce côté reliance à la nature, ton environnement, tu parlais de maison, etc., mais est-ce que, quel est le rapport avec peut-être la notion de réussite, ta vocation et l'authenticité pour toi? Hmm. Le lien avec la nature ne ment jamais. La nature est authentique. La nature nous délivre ses messages, sa beauté de façon naturelle, c'est le cas de le dire. Euh, euh, la réussite en lien avec la nature, finalement, ben, c'est la fluidité des choses, c'est faire en sorte que toute chose éclose. Euh, et je pense que aujourd'hui, ça a du sens dans ma vie. Euh, et puis, il y a cette notion de temps de la nature, de rythme de la nature. Et aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie de l'humanité aspire à retrouver ce temps qui est le nôtre, ce temps de notre vivant intérieur. Donc pour moi aujourd'hui, tout l'enjeu du monde actuel et du monde du travail est de concilier à la fois cette authenticité, cette fluidité et puis ce temps qui a tendance à nous presser. On est pressé par le temps, donc c'est retrouver un temps à notre rythme. Mm, Mm. tout à fait. Et justement, enfin, pour faire le lien avec le monde du travail, parce que tu as quand même exercé pendant 20 ans, si je ne me trompe pas, hein, dans un univers bon, assez cartésien, Mm. qui était justement très mentalisé. Et finalement, pour toi, voilà, qu'est-ce qui a provoqué ce basculement, ce retour justement peut-être à ta nature, à toi? Est-ce que voilà, c'était une crise ou une succession de crises? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce que tu as eu le souvenir d'un moment précis où justement tu parles de signaux faibles, donc de signal faible, où tu t'es dit en fait je peux plus continuer comme ça, j'ai besoin de revenir à moi. Enfin, est-ce que tu peux un peu nous parler justement de ces transitions? Oui, alors ça va être une longue histoire. On a tout notre temps. Et je crois que pour ça, j'ai besoin de revenir pour faire le lien entre la personne que je suis aujourd'hui et mon enfant intérieur. Je crois que j'ai besoin de commencer par là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, bizarrement, ce petit enfant intérieur, il est en train de s'exprimer de façon forte. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait construire l'unique maison dans la forêt pendant... cette maison, elle a été seule pendant au moins une dizaine d'années. Et j'étais... je voyageais quand j'étais petite. J'avais 3 ans et demi, 4 ans. Je me mettais sur ma jambe droite. Je faisais l'avion. J'attendais que le vent souffle. Et, euh, et je voyageais sous forme de gouttes d'eau, une goutte d'eau qui changeait d'état, qui devenait sous l'état vaporeux, qui montait au ciel dans les nuages, qui retrouvait Ça part, d'autres petites molécules, je te comprends. molécules d'eau dans les nuages. Et, et suivant la température, soit je redescendais sous forme de flocons, soit sous forme de pluie. Je ruisselais le long du sol, j'allais dans les bouches d'égout, j'allais dans les stations d'épuration, je passais devant toutes parmi tous les processus d'épuration, etc. Et puis je ressortais par
un robinet, j'allais dans un verre d'eau, j'étais bu, j'allais visiter les cellules, le corps, etc. Et ça, c'était quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Euh, or, cette compréhension-là, comme quoi tout est lié, je l'ai perdue à l'âge de 7 ans. Je pense que je devais aller à l'école. Il y avait certains codes. Et du coup, pendant toute ma vie, ensuite, j'ai recherché quelque chose. J'ai recherché une connexion que je ne trouvais pas. Je me suis conformée, j'étais bonne à l'école et donc je me suis conformée aux standards extérieurs à moi. Euh, et finalement, je me suis vraiment euh, conformée, adaptée, suradaptée. J'ai été jusqu'au maximum d'études que l'on puisse faire avec un doctorat. Je suis devenue enseignant-chercheur. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le monde de l'enseignement au niveau international. Euh, et, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et puis, donc je me suis peut-être, j'ai recherché ça dans de multiples domaines, dans mon domaine familial, dans mon domaine relationnel, dans mon domaine de travail. J'ai été excessivement active. Je suis devenue une pieuvre. J'ai eu mon diplôme de pieuvre à faire plein de choses. Et un jour, eh bien, un jour, j'ai explosé en vol. Mhm. J'ai fait un burn-out très sévère euh, et j'ai perdu plus de 50% de tous mes sens. Donc, j'ai perdu plus de 50% de mon goût, de mon odorat, de mon ouïe, de ma vision, du toucher. Et, euh, et pendant 9 mois, je n'ai pas eu de pensée. J'ai survécu grâce à mon cerveau reptilien. On a trois cerveaux, le cerveau reptilien, limbique et néocortex. Et finalement, moi, je pouvais accéder à mon reptilien. Donc, je mangeais, je dormais, etc. Je survivais. Et ça m'a donné d'excellents repères. Je dirais que c'est une chance parce que j'étais quelqu'un de très cérébral auparavant. J'étais dans un monde intellectuel. J'excellais dans le jonglage avec les idées, les concepts, comme mes collègues dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Et le fait de perdre finalement près de 50% de tous mes sens, ça m'a obligée à être en contact avec mon corps, ça m'a obligée à être en contact avec ce qui me restait de sensibilité avec mon environnement. Et ça a été une très grande chance. Ça m'a permis, donc pendant 9 mois, j'ai eu un silence radio entre les oreilles. euh, et ensuite, il m'a fallu 2 ans supplémentaires pour finalement retrouver ma force physique et revenir dans le monde du travail. Ça a reprogrammé complètement mon cerveau. Euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée par quelqu'un qui a utilisé la pleine conscience pour m'accompagner, un psychiatre qui m'avait bien compris que il était essentiel pour moi d'être vraiment en contact avec mes sens. Et, et du coup, quand je suis revenue à mon poste d'enseignant-chercheur, je n'avais qu'une préoccupation. Moi qui m'étais intéressée pendant 20 ans à ce qui motive les gens dans le milieu du travail, euh, je n'avais qu'une motivation, c'était de sensibiliser et d'alerter les jeunes futurs managers, futurs dirigeants, en leur disant c'est bien beau de devenir manager ou dirigeant, mais euh, si vous êtes incapable d'écouter les signaux de votre propre corps, comment allez-vous pouvoir prétendre, comprendre et entendre vos collaborateurs? Et donc par la suite, j'ai mis en place avec quelqu'un qui venait du monde de la santé euh, un programme attendez, de 27 heures, de 27 heures. Et ça s'appelait la force du manager de demain, réflexivité, donc la capacité à se regarder
et cœur à l'œuvre. Parce que l'important, c'est vraiment d'être dans le cœur. Et dans ce cadre-là, nous faisions faire de l'écoute profonde, des pauses de rien, de la méditation, du qigong, du théâtre d'impro. Voilà. Et c'est vraiment tout ce cheminement personnel qui a fait que euh, aujourd'hui, j'ai toujours à cœur, autant à cœur, d'aider les gens à découvrir les clés de leur équilibre, en fait. Mm. Et puis voilà, tu incarnes aussi cette transformation, tu l'as vécu dans ta chair, dans tes tripes, qui n'en parle mieux que toi en fait sur ces aspects-là. Et, Oui, oui. je me suis spécialisée dans un premier temps, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui sont en rémission de burn-out, Mm. mais également dans l'accompagnement et la prévention. Mm. Euh, Aujourd'hui, mon public est, je dirais, beaucoup plus large et souvent neuroatypique, très sensible, euh, parce qu'il y a vraiment un questionnement de euh, que faire de tout ce que je ressens. Mm. Mm. Voilà. Et oui, et pour en revenir à ce point-là, donc en fait, ce que tu témoignes, c'est un peu l'enfant. Alors, je ne sais pas si on peut généraliser. Bon, bien sûr, chaque parcours est unique, mais souvent on parle justement d'hypersensibilité. Donc, c'est une notion qui est encore très débattue. On n'a pas forcément de consensus scientifique dessus. Il n'y a pas de test certifié, etc. Et moi, je me suis toujours demandé si finalement tous les enfants n'ont pas une part de d'hypersensibilité et cette connexion au tout, cette sagesse finalement qui est, comme tu le traduis, peut-être perdu avec les filtres de l'éducation. L'âge de 7 ans, c'est l'âge dit de raison, justement. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses déjà par rapport à ça, parce que tu parlais aussi de ce retour à l'enfant. Et enfin, quelle est ta vision, toi, de la sensibilité et du développement de la sensibilité, en fait, chez l'être humain, quoi, finalement? Alors, je pense que tous les enfants sont sensibles. Euh, Pas nécessairement hypersensibles. Pour moi, l'hypersensibilité est souvent liée à un déséquilibre chimique intérieur. Euh, on- je dirais que l'hypersensibilité se caractérise par des vagues émotionnelles, des montagnes, des creux qui sont difficiles à gérer, à supporter. Euh, et puis le fait de recevoir des informations et de ne pas savoir qu'en faire. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, donc, je pense que nous sommes tous sensibles à des degrés différents. Nous sommes tous uniques, nous avons tous une singularité. Et l'important, c'est de comprendre que nous sommes un organisme vivant, un écosystème de 30 milliards de cellules et de bactéries qui collaborent au quotidien pour nous. Euh, et j'ai aussi tendance à dire que c'est le temple de notre âme. Euh, et donc, il est fondamental d'en prendre soin. Et on ne nous apprend pas à prendre soin de notre corps et c'est ce qui vient créer une hypersensibilité ou des déséquilibres en nous. Prendre soin de son corps, c'est à la fois prendre soin de ce qu'on mange, parce qu'on est tous uniques, donc les aliments ne correspondent pas. Il est important d'apprendre quelle nourriture nous convient le mieux. Euh, il y a aussi une histoire de rythme physiologique. Il y a une histoire d'hygiène de vie, se coucher à des rythmes réguliers, à des heures régulières, souvent. Euh, il y a aussi la nourriture intellectuelle, musicale, sonore, environnementale. Tout ça, ça vient contribuer à notre équilibre ou le déséquilibrer. Euh, il y a aussi le sport, l'activité sportive. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans notre équilibre. Et souvent, si on y pense vraiment, euh, eh ben, il y a toujours un endroit qu'on ne prend pas, dont on ne prend pas le temps de prendre soin. Oui. Et ça nous met en déséquilibre et ça crée une hypersensibilité. Euh, les gens que j'accompagne souvent ont des dons. Euh, et qui les enquiquine.
Pourquoi ça les enquiquine? Parce que ils savent pas quoi en faire, ils savent pas en parler, ça les gêne, et ils n'ont pas encore trouvé la raison pour laquelle ils ont un tel don. Mais comme on me l'a dit moi-même, c'est-à-dire qu'après mon burn-out, étant donné que j'ai réappris à vivre uniquement parce qu'il me restait de sens, ça m'a permis de développer énormément les sens euh, qui me restaient. C'est comme quand une personne est aveugle, eh ben, elle développe beaucoup plus ses autres sens. Et moi, j'ai eu très tôt besoin comment dire, de m'assurer que je fonctionnais correctement et de voir si mon intuition, parce que je sentais que mon intuition s'était énormément développée. Et donc, j'ai eu besoin de tester ça. Donc, j'ai fait pas mal de stages sur l'intuition. Et je me suis rendu compte que j'avais des capacités hein, euh, très développées, en fait. Et si j'en parle, c'est que je ne les acceptais pas. C'est-à-dire que je les refusais. Et un jour, on m'a dit, Mon Dieu, Christelle, que tu es... euh, c'était quoi le mot? Euh, prétentieuse ou orgueilleuse. Mon Dieu, Christelle, que tu es orgueilleuse. Alors, ça m'avait estomaqué parce que je ne suis pas une personne orgueilleuse. Et on m'avait dit, mais si, Christelle, en fait, tu refuses tes dons. Tu refuses, tu n'acceptes pas ce que la nature t'a donné. Et c'est comme si tu savais mieux que la nature ce que tu es censé faire. Et donc, tu crois savoir mieux que la nature. Et donc, c'est ce que la personne appelait l'orgueil. Mm. Bah, Et, euh, et c'était intéressant. Ça m'a fait beaucoup cogiter. C'est pas pour autant que ça m'a aidé sur le coup à accepter mes dons. Euh, mais voilà. Donc, la sensibilité, pour en revenir à celle-ci, euh, on l'a tous. Et tout l'enjeu, je crois, pour aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est de trouver quelle est notre sensibilité et quelle est notre singularité. complètement, trouver sa place dans le monde, c'est ce que je disais au début, mais je te rejoins complètement voilà, pour cette dernière partie, c'est-à-dire, moi je qualifie ça d'ego spirituel, c'est-à-dire des fois on croit que par humilité, il faut se faire tout petit, on doit pas trop dire, pas se mettre dans la lumière, etc. Et en fait, c'est aussi de l'ego. Une autre forme, et on ne se l'imagine pas, parce qu'en fait, finalement, bah, on n'offre pas ce qu'on a à offrir au monde finalement. Il y a une sorte de, Ah, de réserve. Voilà, donc finalement, c'est le voir aussi comme ça. Et puis, bah, pour revenir sur ce que tu as vécu, enfin, c'est une sorte, dont tu as dit, de reset. Donc, je fais aussi le lien avec la notion, moi, que je qualifie là, de vicariance. Je crois que j'en avais parlé un petit peu toutes les deux, c'est-à-dire cette capacité qu'ont tous les êtres humains, mais en particulier quand il y a eu effectivement des chocs comme ça, des crises, bah, de développer un autre sens, une autre fonction pour répondre en fait au même objectif, hein, de se déplacer, de se mouvoir, enfin bon bref. Donc c'est vraiment ce que tu témoignes, donc ça rappelle aussi tout le potentiel humain et toutes nos forces qu'on a malgré les crises qu'on peut vivre et malgré les difficultés quoi finalement. Et puis, bah, sur ce côté hypersensible, oui, ce que tu évoques, c'est qu'il y a, si je traduis ça, il y a aussi la notion bah, d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on peut capter plein de choses parce que il y a eu, c'est une forme de protection aussi, de scanner l'environnement, de tout vérifier, d'avoir des ressentis, mais en fait, il y a aussi beaucoup souvent de traumatisme derrière ça. C'est pas forcément complètement. toujours maîtrisé. Et Hmm. voilà, je pense que c'est ce que tu souhaitais dire aussi, c'est-à-dire comment arriver à maîtriser ça et à canaliser ça en fait. Est-ce que justement là-dessus, sur cette part de maîtrise de maintenant cette canalisation de ce que tu ressens, de ce que tu transmets aux gens, qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait? Comment tu as peut-être toi tes propres indicateurs, tu as dû faire peut-être ton propre écosystème, tes références là-dedans pour justement bah, ne pas avoir peur de ton intuition, pouvoir justement l'utiliser comme tu le souhaites. Est-ce qu'il y a eu Ah, des ah, choses particulières? hmm. Alors, je crois que c'est quelque chose, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que je travaille au quotidien. C'est un cheminement quotidien.
Euh, je... L'important pour moi aujourd'hui, et peut-être ce qui est important à partager, c'est le plus gros apprentissage que j'ai fait au cours de ma vie, qui a été plein de rebondissements, de recommencements multiples et variés, parce que je vous ai parlé de mon burn-out, mais j'ai eu une récidive après, et j'ai déménagé tant de fois que j'ai dû recommencer à chaque fois ma vie, mais euh, ce qui est essentiel aujourd'hui et que je partage souvent avec mes clients, c'est on, on a été élevé dans une culture souvent judéo-chrétienne où il faut souffrir pour y arriver, il faut souffrir pour être beau, et il faut faire beaucoup d'efforts. Et en fait, c'est tout l'opposé. On doit, du moins, l'important, c'est vraiment d'écouter ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie, ce qui nous motive, ce qui nous met des petites euh, euh, paillettes dans les yeux, ce qui nous fait rencontrer des gens formidables et qui nous ouvre de nouveaux environnements et de perspective. C'est aussi la fluidité euh, de la vie. Euh, Parce que quand ça grince, c'est vraiment signe que ça, on n'est pas au bon endroit, où on fait quelque chose qui ne va pas. Si on doit insister énormément, c'est que c'est pas la bonne voie. Mais tout ça, on l'apprend par expérience. Et, euh, et donc, ce qui a été important pour moi, c'est finalement d'apprendre à m'écouter, apprendre à m'aimer tel que je suis, à me défaire de mes carcans de jugement parce que, il y en a plein, hein. À partir de l'âge de 7 ans, quand on remet sa vie entre les mains de l'extérieur et on demande l'avis extérieur, ça veut dire qu'on accepte que tout le monde nous donne son avis sur qui on est et du coup, on s'y perd. Euh, donc, la plus grosse leçon, peut-être, ça a été de me fier à mes ressentis, me fier à mes propres jugements, quitte à me tromper. C'est accepter que tout est impermanence permanente, tout change en permanence. Accepter de faire l'expérience et non pas l'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. On apprend toujours de ce qu'on traverse, que ça soit gai ou moins gai. Euh, Par exemple, ben, moi, peut-être que l'événement le plus formidable dans ma vie, ça a été ce burn-out excessivement sévère, parce que ça m'a permis de me reconnecter à moi, ça m'a permis de retrouver mes sens euh, et de retrouver mes propres repères intérieurs. Mm. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais en fait, voilà, ça peut être un challenge aussi pour certains, justement, de trouver ses propres repères intérieurs quand des fois l'enfance a été compliquée, quand le système familial était peut-être dysfonctionnel, etc. Donc, il y a vraiment ça. Et est-ce que, en fait, il n'y a pas eu, donc tu parles effectivement de joie, donc ça, c'est un indicateur, enfin, que je partage complètement, qui va nous permettre justement de créer ou de retrouver cette, ou de trouver tout simplement notre boussole intérieure. Mais après, est-ce que il n'y a pas eu à un moment donné aussi, parce qu'il y a quand même aussi le monde scientifique et le monde intuitif qui est Oui. encore, alors heureusement que voilà, il y a des passerelles aujourd'hui qui sont en train d'être liées, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi à un moment, c'est une lutte intérieure quand la scientifique tu étais, cette voix qui était plus sensible, qui était intuitive, qui était corporelle en fait, qui appelait en toi, comme tu le dis finalement. Oui, oui, ça a été. Alors en fait, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'après mon absence de 3 ans là, suite à mon burn-out, je suis revenue dans le monde de l'enseignement avec vraiment ce désir de sensibiliser les étudiants, futurs managers et dirigeants. Et j'ai eu la chance d'avoir pu négocier avec mon employeur mon retour. Et en fait, euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois qui passaient que j'étais entourée par des gens brillants, intellectuellement, qui jonglaient avec des concepts, mais je ne voyais plus le lien avec le vivant. Pendant 3 ans, en fait, j'avais été vraiment
dans mon corps, dans le vivant, dans le fait de comprendre les messages extérieurs de ce qu'est la vie. Mm. Et finalement, je me retrouvais dans un monde que je connaissais auparavant, mais je ne voyais plus le lien entre motivation. Ok, c'est super de parler de motivation, mais ça veut dire quoi dans le corps? Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes motivé? Est-ce que c'est un salaire? Euh, Parce que moi qui me suis intéressée à ce qui motive les gens, autre que l'argent, euh, euh, j'avais conscience de l'importance de tous ces éléments qui sont intangibles dans le monde du travail et qui font que on se sent bien en fait. Et ça n'est pas lié nécessairement au nombre d'euros qu'on va gagner dans sa journée. Ouais, tout à Et fait. du coup, j'ai senti entre la chercheuse que j'étais, la personne qui venait de ce monde académique et la personne que j'étais devenue, euh, j'ai senti Mm. une fracture parce que je ne voyais plus le lien entre tout ce qu'on pouvait dire et le concret du vivant. Mm. Et ça a été très problématique pour moi, puisque ça remettait en cause une vingtaine d'années d'existence et d'engagement académique. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis toujours chercheur, je suis toujours enseignante, même si je ne suis plus nécessairement dans le système académique, mais je recherche toujours, je suis toujours à l'affût de comprendre, d'expérimenter. Aujourd'hui, ce qui est fondamental pour moi, c'est d'expérimenter et de faire expérimenter. Mm. Je pense que c'est la différence. Sachant que quand j'avais créé le cursus pour les jeunes étudiants, Ouais. c'était très expérimental. Ouais. Euh, on leur faisait faire donc de l'écoute profonde, de la méditation. Je gérais ça en intelligence collective. C'était déjà très décalé à l'époque. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas et j'en suis ravie. Je trouve que le monde a fait un saut peut-être quantique Ouais. dans tout Et ça. puis, ça continue, voilà, on commence à parler de d'intelligence spirituelle, etc. Donc, Oui. Mm. on démystifie des concepts et puis on les intègre. Et donc, à propos de ces outils, de ces méthodes, donc, tu nous disais, donc, il y avait eu la rencontre, donc, toi, avec la pleine conscience, le Qigong. Est-ce qu'il y a eu, Mm. voilà, d'autres pratiques ou des rencontres avec certaines personnes qui t'ont vraiment marqué qui t'ont aidé dans ce chemin de transformation aussi? Alors, j'ai euh, j'ai été arrêtée une deuxième fois. J'ai eu une sorte de réplique de mon burn-out parce que ma vie a fait que j'ai été amenée à me choisir moi, à divorcer. Et en me choisissant moi, c'est comme en divorçant avec amour, je tiens à le dire, donc et à fêter notre divorce. C'était comme si j'envoyais un message à mon environnement, à mes enfants, Mm. qu'il était important de se choisir soi, non pas contre quelqu'un, mais juste pour soi, pour ce qui était important pour soi. Et à partir de ce moment-là, mes trois enfants Ouais. euh, ont bien entendu le message et ont tous exprimé leur mal-être à l'école, mais de façon complètement différente, mais de façon assez sérieuse. Et donc, je me suis retrouvée à devoir sortir mes enfants du système scolaire, ce qui était impensable pour quelqu'un qui était chercheur. Ma mère était enseignant-chercheur, donc j'étais vraiment était enseignante, je veux dire. Et, euh, et si je parle de ça, c'est que ce processus euh, à la fois de divorce, d'enfants dont qu'il fallait s'occuper, faire reconnaître une souffrance scolaire en parallèle d'un boulot à plein temps, alors que j'étais aussi entrepreneur, facilitatrice en intelligence collective, euh, faisait que j'ai senti très vite que je tirais trop sur la corde à nouveau. Mm. Et j'ai dû être arrêtée. Et au cours de cette année d'arrêt, en fait,
euh, j'ai découvert les neurosciences. J'ai découvert le neurofeedback dynamique. Euh, et il se trouve que j'avais été conviée à un événement sur les HPI, les HPE, et un des intervenants a fait faux bond à la dernière minute. Et donc, j'ai proposé de remplacer au pied levé la personne qui était là. Et donc, je leur ai parlé de ce qu'était mon quotidien de maman, d'être maman de trois enfants HPI, HPE. Et comment moi-même, ça m'avait amené à découvrir bien tardivement que ben, les chiens ne font pas des chats et que, a priori, j'étais aussi neuroatypique. Et au cours de ma présentation, j'ai parlé de mon burn-out et la personne qui venait après moi, qui était psychologue clinicienne, a pris mon exemple pour débuter son intervention en disant, bah, vous voyez, cette dame, si elle avait connu le neurofeedback dynamique, elle n'aurait pas mis 3 ans à se remettre de son burn-out. Et donc là, tout de suite, forcément, ça a interpellé quelque chose chez moi. Et donc, je me suis informée, je me suis formée très rapidement euh, à cet outil qui entraîne le cerveau à s'autoréguler. C'est un entraînement, c'est-à-dire qu'il faut faire des séances plus ou moins régulière, mais en tous les cas, au bout de 15 séances, je n'étais plus fatiguée, alors que j'étais arrêtée pour fatigue chronique. Et ça a vraiment changé ma vie. Mm. Et quand j'ai vu combien ça apaisait les choses en moi, comment ça apaisait les choses chez mes enfants, combien ça changeait la vie de mes voisins, comment ça intervenait sur des traumatismes euh, de certains de mon entourage, je me suis dit, waouh, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de me former à l'Ayurveda, qui est une médecine ancestrale védique. Donc je me suis formée auprès de médecins indiens et je suis aussi allée en Inde pour me former, pour me soigner moi-même, parce que j'avais des séquelles assez handicapante de mon burn-out. Je m'as vue se euh, descendait très rapidement à chaque fois que j'étais fatiguée. J'avais de très gros maux de tête. Mm. Donc tout ça, ça m'a énormément aidée. J'ai aussi pratiqué la pleine conscience. J'ai aussi été en lien avec la sophrologie qui est assez proche. Donc tous les exercices de respiration, le yoga, tout ça, ça m'a énormément aidé. Je crois qu'on a tous à trouver ce qui nous aide. Mm. Euh, Moi, la nature était fondamentale dans ma rémission. Comme je vous ai dit, j'ai grandi dans les arbres, dans la nature, donc c'était fondamental pour moi de me promener. Donc, je dirais que il n'y a pas une bonne méthode. Tout le monde doit trouver les éléments qui lui permettent de se retrouver. Oui. Tout à fait. Mais c'était pour connaître voilà, les tiens, parce que je crois que toi, tu proposes, hein, c'est ça, des séances de neurofeedback, il me semble, aujourd'hui. Oui, oui, j'accompagne effectivement, donc je suis à la fois coach, j'ai executive coach, et puis j'utilise des séances de neurofeedback dynamique qui ont la particularité de pouvoir booster les prises de conscience Mm. et d'agir en même temps sur plein de somatisations physiques. Permet de retrouver le sommeil, d'apaiser rapidement, de prendre de la distance par rapport aux situations, ça entraîne notre cerveau à reconnaître ce qui est bon pour nous. Donc ça nous fait changer imperceptiblement nos habitudes, nos comportements, et je trouve ça excessivement puissant. Et les gens viennent vers moi de par mon parcours, mais aussi euh, de par le fait que certains n'ont plus envie de parler de leurs problématiques. Ouais. Et donc, le neurofeedback dynamique a la particularité de ne pas demander d'effort en soi, si ce n'est de s'allonger, d'écouter une musique pendant 33 minutes
Et dans cette musique, il y a des coupures de son Ouais. qui informent notre cerveau de ce qu'il est en train de faire automatiquement et inconsciemment. C'est quand même pas mal maintenant les outils qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est Automatiques formidable. qui sont Oui. puissants et puis qui peuvent être aussi ludiques et voilà. Et après, bah, pour rester encore sur ton activité, parce que bah, je témoignerai aussi de ce que j'ai pu vivre, mais tu as aussi cet état canal en fait. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ce que ce terme il signifie pour toi, comment ça se manifeste dans ta vie et puis bah, ce que tu en fais aujourd'hui pour les personnes? Oui. Alors, je dois dire que ça a été une partie très compliquée pour moi. Jusqu'à très récemment, je vous parlais de l'importance d'accepter ses dons. Et finalement, bah, je me suis rendu compte que je n'acceptais pas forcément mes dons puisque je souffrais énormément physiquement. Je résistais excessivement au fait d'en parler ou je sais pas, voilà. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que euh, le, le fait d'avoir fait un burn-out euh, carabiné a fait que ça m'a reconnecté à mon âme. Ça m'a reconnecté à mon intuition profonde. Ça a développé ma sensibilité extrasensorielle. Et donc, et depuis, je suis capable de me connecter à l'âme de la personne qui souhaite des informations. Et du coup, ça s'appelle une lecture intuitive ou une lecture d'âme, et ça me permet de délivrer des informations qui peuvent être utiles à la personne au moment où elle reçoit ces informations. Et j'ai la particularité de recueillir et de recevoir les informations par tous mes sens. C'est-à-dire que je vois, c'est comme si je voyais une histoire, j'entends, je goûte, je sens, je ressens, euh, et, euh, et donc ça me permet de décrire. C'est comme si je vous racontais une histoire symbolique et métaphorique qui vient résonner fortement en vous. Et donc, j'ai souvent des personnes qui ont un blocage ou des personnes qui cherchent des réponses, qui viennent vers moi pour ça. Dans mes accompagnements, euh, je ne le propose pas automatiquement, ça dépend vraiment de la sensibilité des personnes. J'en parle pas forcément. Je l'ai mis uniquement que très récemment sur mon site web euh, parce que je n'avais pas encore accepté cette facette de moi. Et en même temps, depuis que je l'ai fait, c'est très libérateur parce que je n'ai absolument rien à cacher et c'est la personne que je suis. Voilà. Et ça ne veut Exactement. pas dire que je ne sois pas plus pragmatique ou cartésienne ou professionnelle ou je ne suis pas diseuse du tout de bonne aventure. Je ne vais pas vous prédire l'avenir. C'est pas ça du tout. Je vous délivre des informations dont vous avez besoin maintenant. Mm. Bah, je peux en témoigner puisque bah, je me suis prêtée au jeu. Bah, tu me l'as très gentiment proposé. Et voilà, moi, ce que je t'ai dit en retour, hein, c'était vraiment, enfin, cette écoute intuitive. J'ai ressenti beaucoup de douceur, de bienveillance. Il y a vraiment un accueil subtil de qui on est. Et en fait, on sent que les messages en fait reçus, ils sont habités. C'est-à-dire, comme tu dis, tu te plonges dans un univers, tu le vis. Donc, c'est très vivant, c'est très porteur de sens. Et Mm. j'ai trouvé que c'était exprimé, en tout cas pour la lecture que tu m'as fait, dans une forme très poétique. C'est comme Mm. tu disais, un symbolique, enfin un symbolisme, quelque chose de concret. Et bah, ça touche autant l'âme que l'esprit. C'est comme si chaque mot que tu utilises, bah, c'est relié à quelque chose de plus grand. Et ça vient résonner en fait là où c'est juste, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve, quand on parle d'authenticité, qui est la thématique aussi de ce soir, bah, c'est un moment de connexion authentique en fait à soi, à l'invisible. Et ce qui Mm. appelle à grandir finalement, je pense, avec amour, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement ou voilà, d'injonction. Oui. Voilà, c'est un voyage en fait. Et je pourrais dire que à chaque fois, c'est une grande surprise pour moi. Souvent, Ouais, même si les personnes ont
une question précise, je ne souhaite pas l'entendre. Ouais. Je les encourage à y penser fortement, mais à ne rien me dire pour justement pour pas que mon cerveau ou mon mental puisse s'en mêler. Et Ouais. je m'entends raconter des histoires vraiment incroyables, mais c'est toujours en voyant l'émotion et les retours des gens que ça me confirme que je n'ai pas dit des bêtises. Et, euh, et je dirais que vous seul pouvez avoir une lecture profonde et juste du message. Je peux vous aider, je peux vous guider, mais ces messages, ils vous sont adressés. Voilà. Ça. Et je dirais que moi qui interviens dans le monde de l'entreprise, Mm. euh, ce qui est chouette, c'est que bah, j'ai des dirigeants qui se prêtent à l'exercice et ça me fait plaisir parce qu'il y a des années déjà, alors que j'étais enseignant-chercheur, Mm. euh, on- je collaborais avec des dirigeants qui avaient conscience de l'importance d'être bien dans leur basket, le fait de vraiment prendre soin d'eux pour créer des environnements qui soient déjà alignés avec qui ils étaient et de façon à ce que ça soit des environnements sains. Mm. Parce que quand une personne est alignée avec qui elle est vraiment, elle va prendre des décisions qui sont justes. Mm. Euh, alors que quand on n'est pas tout à fait aligné, quand on n'est pas tout à fait bien dans ses baskets, avec la meilleure intention du monde, elle va prendre une décision et ça va nécessairement tomber un petit peu à côté. Et donc, ça va créer un peu de souffrance ou un peu d'inexactitude, et quelque chose de pas forcément authentique. Ouais. Et, euh, et donc, le fait d'avoir pu collaborer avec des gens de très grosses entreprises qui ont conscience de l'importance de prendre soin d'eux, de méditer, d'être à l'écoute de leur fort intérieur, ça m'emplit de joie. Euh, Nous avons utilisé à l'époque des constellations systémiques dans le monde de l'entreprise qui montraient ce qui est invisible, les relations entre des blocages décisionnels entreprises, alors que ce genre de constellation pouvait montrer le lien entre les individus, les différents niveaux hiérarchiques. Donc, ce qui m'emplit de joie, c'est ce lien entre ce qui est intangible, ce monde du management et ce monde des sciences qui commencent à bien expliquer que tout est lié en fait. Et moi qui suis plutôt tisseuse de liens, j'aime faire des liens entre tout. Bah, ça m'emplit de joie. Mm. Donc finalement, le message là, c'est plutôt bah, qu'aujourd'hui, les entreprises accueillent de plus en plus, enfin, toutes ces dimensions plus invisibles comme l'intuition, l'écoute du corps, l'intelligence sensible. Juste pour préciser, peut-être pour ceux qui connaissent pas, en fait, les constellations, c'est justement, on va dire, des jeux de rôle hein, finalement entre les personnes qui des fois reproduisent des jeux de rôle qu'on a eu dans l'histoire familiale. Est-ce que toi, tu as en restant, je dirais, dans l'anonymat, mais est-ce que tu aurais un exemple juste pour montrer en quoi notre histoire personnelle, dans les ateliers que tu as animés, peut-être, elle peut impacter la façon dont on entreprend et dont on dirige ou on accompagne, en fait, dans le monde de l'entreprise? Ben, il suffit d'imaginer que vous allez au travail et vous êtes sacrément en colère. Vous êtes sacrément en colère et ça n'a rien à voir avec vos collègues. Pour autant, vous êtes en colère. Et ben, ça va colorer toute votre journée, ça va colorer tous vos rapports, ça va, ça va impacter votre capacité à agir, et à prendre des décisions. Mm. Et donc, le fait d'être en contact avec soi, c'est savoir identifier qu'on est en lien avec une émotion, peut-être de la colère, savoir exprimer ça à ses collaborateurs en disant, voilà, bah, je suis désolée, mais aujourd'hui, j'ai une part de colère en moi, vous n'y êtes absolument pour rien. Mais sachez que, voilà, je suis plutôt sensible aujourd'hui. Et tout ça, ça va changer, ça va changer
les rapports, ça va pouvoir être exprimé. Donc, euh, reconnaître, imaginons des poupées russes. Euh, si la première petite poupée, elle est complètement de travers, et ben forcément, les autres poupées, pour pouvoir s'emboîter, avoir besoin d'être aussi de travers. Plus la poupée est alignée, plus les autres poupées vont être alignées. Donc, c'est non seulement, pour moi, tout l'enjeu, Gandhi dit, si tu veux changer le monde, commence par toi. Pourquoi? Parce que euh, ben, si déjà je ne m'aime pas, si je ne prends pas soin de moi, comment puis-je prétendre aimer les autres et prendre soin des autres? Comment puis-je prétendre aimer mon équipe et en prendre soin? Et on voit on peut imaginer toutes les répercussions que ça a sur une entreprise, sur un département déjà, mais sur une entreprise. Et puis ensuite, les liens de l'entreprise avec son environnement, avec les fournisseurs, avec les clients. Donc c'est comme un petit galet ou une petite pierre qu'on lance dans l'eau, ça fait des ondes. Et ben c'est exactement ce qui se passe quand on commence à prendre soin de soi. Finalement, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire au monde, de mon point de vue. C'est ça. Mais c'est déjà énorme en fait de comprendre qu'il y a un lien parce que certaines personnes ne sont pas conscientes que bah, nos histoires, nos conditionnements, je pense qu'il y a aussi enfin, toutes ces croyances euh, acquises ou pas. Il y a aussi maintenant au niveau scientifique, on sait qu'il y a des liens transgénérationnels, des choses qu'on Complètement. porte des fois depuis des générations. Et en fait, tout ça, on ne le voit pas. Et en fait, Hmm. ça influence profondément nos vies, nos décisions, notre santé mentale, physique, enfin tout ce que tu évoques. Et c'est un peu sur la fameuse photo de l'iceberg qu'on avait mis sur la présentation du webinaire. Mais en fait, c'est tout ça. C'est des choses des fois Oui, qui sont inconscientes en fait. oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, le titre de ce soir, c'est Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est seulement 10% de notre iceberg. Toutes nos émotions, toutes nos pensées, toutes nos croyances, toutes nos valeurs, toutes nos convictions. Tout ce qu'on se porte, tous nos bagages, on le voit pas. Et pourtant, ça impacte toutes nos décisions, ça impacte nos comportements, nos attitudes, nos façons de voir la réalité. Euh, et donc, c'est important de s'en préoccuper, d'être accompagné. Euh, on- et c'est peut-être, en fait, pour moi, comment dire, il y a pas de, il est jamais trop tard de s'en préoccuper. Il faut toujours savoir qu'on fait de notre mieux. Euh, Mes enfants peuvent sûrement me reprocher ce que j'ai fait quand ils étaient petits mais j'ai fait de mon mieux. La plupart du temps, les gens font de leur mieux, euh, même si on pense que ça n'est pas suffisant. Euh, et on est tous responsables de nos émotions, de nos comportements. Euh, Et ça, c'est important. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais blâmé qui que ce soit pour mon burn-out, même s'il y aurait eu peut-être euh, matière à blâmer. Mais en fait, je me suis mise moi-même dans cette situation parce que je n'ai pas su poser mes limites, je n'ai pas su exprimer ce qui était vraiment important pour moi parce que j'étais dans le flou total. Je croyais qu'il fallait de par mes héritages de femme, du rôle de la femme, de la croyance, de la place de la femme, j'ai fait plein de choses. J'ai géré pour les autres, j'ai aidé les autres, alors qu'on ne me demandait absolument rien. Et je me suis rendu compte que en ayant ce comportement, je ne laissais pas forcément la place à l'autre, parce que je, je prenais un espace qui n'était pas le mien. Euh, et ce que je pourrais ajouter, c'est que dans le monde du travail, aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est que chacun trouve sa raison d'être. C'est que chacun trouve, euh,
ce qui le met en joie et ce qui le met en joie et ce à quoi il contribue. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon authenticité et mon parcours font que ben, je suis à ma place pour aider des gens qui en ont besoin. Et, euh, et ça m'emplit de joie et ça me nourrit. Donc, c'est important. Ça m'emplit de joie, ça me nourrit. J'ai vraiment plaisir à faire ce que je fais. Je ne suis pas contrainte. Euh, et ça, ce sont des indicateurs que finalement je suis à ma place. Euh, donc, c'est vraiment euh, comprendre que lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise, l'extérieur va peut-être nous dire, bah, tu es performant, tu es bon, tu vas prendre ce poste. La question, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie? Parce que si je prends ce poste sans en avoir envie, ça veut dire que je vais me retrouver à un endroit qui serait naturellement euh, réservé pour quelqu'un d'autre. Et si je le prends, eh ben, je vais pas être forcée, je vais faire des efforts pour être bon à cet endroit-là. Je vais m'épuiser euh, et il y aura plein de tensions autour de moi parce que quelqu'un, de façon invisible, aurait envie de se retrouver à cet endroit-là parce que normalement, ça lui reviendrait naturellement. Je sais pas si je suis très claire là-dessus, mais en fait, tout est lié, en fait. Et le fait qu'on soit aligné, le fait on commence à s'aimer soi, il n'y a plus de concession. On doit être fidèle et loyal à soi-même avant toute chose. C'est comme quand vous êtes dans un avion. euh, là, j'étais en Écosse pour voir ma fille. Ben, on vous rappelle dans les instructions qu'en cas de dépressurisation, il y a un masque à oxygène qui va tomber. Et ce masque-là, bah, vous le mettez sur votre visage en priorité et non pas sur le visage de vos enfants ou sur le visage de vos voisins. Pourquoi? Parce que si vous êtes avec vos enfants et que vous tombiez dans les pommes, eh bien, vous ne pourrez plus du tout les aider. Et ça, pour des mamans ou même des papas, je trouve que c'est fondamental de se souvenir de ça. Vos enfants, ils sont heureux si les parents sont heureux. Donc, prenez soin de vous avant toute chose. C'est un magnifique message, presque de fin. Mais c'est vrai que voilà, pour retranscrire ce que tu viens de dire, enfin, je pense qu'il y a dans une grande partie de ta force, c'est cette reprise de responsabilité qui est courageuse en soi, parce que c'est, voilà, comme tu disais, il y a des choses qui m'appartiennent, il y a des choses qui m'appartiennent pas. Je vais pas porter plus, je vais pas être coupable, mais je vais être responsable. Et en fait, c'est reprendre son pouvoir finalement. Donc, enfin, je le traduis comme ça dans ce que tu témoignes. Je te rejoins complètement sur la notion de responsabilité collective, c'est-à-dire on parle beaucoup aujourd'hui du climat, de l'environnement. Moi, j'ai travaillé aussi 15 ans dans le domaine de l'environnement, donc ça veut dire que j'y suis sensible. Mais il y a une autre priorité. Je pense aussi, c'est comme tu dis, ce qu'on veut laisser aux générations futures, aussi dans le monde de l'esprit, dans le monde des émotions, dans le monde de ce qu'on transmet, dans les croyances, etc., dans tous ces liens qu'on ne voit pas. Et je pense qu'il y a Mm. une vraie priorité, on n'en parle pas assez dans tout ce qui est santé mentale, en fait, et de prendre déjà soin de ses propres émotions. Et le troisième point pour moi, c'est ben, finalement ce que tu donnes, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a une place pour l'authenticité dans le monde du travail. Du moment que on s'est raccordé à soi et à sa boussole, et ça, c'est tout le champ de l'intelligence émotionnelle avec ben, cette influence de nos émotions, sur nos comportements, sur nos prises de décision, etc., qui joue forcément. Donc en fait, tout est relié. Je ne sais pas si tu es OK avec cette retranscription de ton message, mais je pense qu'il y a, Mm. il y a ces trois points qui sont fondamentaux, quoi, finalement. Oui, 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 c'est parfaitement juste. En t'écoutant, je me dis que souvent, on cherche midi à 14 heures et, euh, et finalement, c'est plutôt simple. Euh, L'important, c'est de s'occuper de soi. Mais on ne le fait pas. Et quand je donne des ateliers sur justement le fait de s'occuper de soi, que je suis face à des mamans qui sont entrepreneurs et qui me disent
Ah oui, non, mais en plus, il faudrait que j'ai un moment pour moi. Non, mais ma journée, en fait, je n'ai pas le temps, en fait, parce que je dois m'occuper des enfants, parce que je dois m'occuper de mon mari, de mes... Voilà. Et elle me donne toute la liste. Et là, c'est là où je me dis que, voilà, on marche sur la tête. Moi-même, j'ai marché sur la tête pendant des années. Euh, je souhaiterais tellement pouvoir éviter à beaucoup de, de se prendre un mur. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que l'humain a besoin de souffrir pour finalement accepter de s'ouvrir à une autre façon de faire? Euh, J'espère sincèrement que ça ne soit pas le cas. Bah, pour te proposer, moi, je me suis posé la même question et je pense que on peut apprendre autrement que par la Oui. souffrance. En fait, c'est un et quoi, c'est pas un ou, mais sur notre planète aujourd'hui, il y a encore ce chemin-là Mm. d'apprentissage, d'être poussé dans ses retranchements, de vivre ces moments de crise. Et comme tu l'as dit avant, au début, bah, en fait, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive et quelles leçons on en tire. Mm. Et c'est là notre richesse du moment qu'on a envie d'en retirer quelque chose. Donc, c'est Mm. tout ce travail sur soi, d'introspection, qui est aussi nécessaire, quoi, finalement. Mais Oui, voilà, mais là où je voudrais rebondir, euh, c'est si on en revient au corps, si on souffre, c'est qu'il y a un truc qu'il faut qu'on change. Il y a un truc qu'on fait qui n'est pas juste. Euh, le corps, qu'on ait mal aux genoux, à la tête, au coude, au ventre, où qu'on ait mal, ça nous indique quelque chose. Euh, donc on doit apprendre à décoder les messages de notre corps. C'est pas simple. Euh, et j'aurais envie de dire, euh, bon, suivant l'intensité de la douleur, euh, en général, euh, si on écoute le message rapidement, on a, il n'a, comment dire, on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est si on n'écoute pas et que la douleur persiste, alors on doit chercher peut-être de l'aide. En tous les cas, le, le corps nous parle et quand ça grince, quand on a mal à un endroit, c'est que il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Et par exemple, je vous disais tout à l'heure que j'ai eu du mal à accepter mes dons jusqu'à très récemment et pourtant je les utilisais depuis mon burn-out. Donc ça fait plus de 10 ans que j'utilise, que je fais des canalisations, etc. Mais c'est comme si je n'acceptais pas de l'utiliser professionnellement. Et le message que j'ai reçu, c'est que il est important que j'en fasse bénéficier le plus grand nombre. Et tant que je n'avais pas lâché, tant que je n'avais pas accepté, mais mon Dieu, que j'ai souffert. Mais j'ai souffert le martyr pendant des semaines. Et jusqu'à ce que on me dise, mais Christelle, lâche prise, quoi. Et ça veut dire quoi, lâcher prise? Ça veut dire abandonne complètement et sincèrement tous tes projets, là. Abandonne pendant un laps de temps et vois ce qui se passe. Et, euh, et c'est alors que j'ai compris que les douleurs ont commencé à diminuer parce que la tension était trop grande en moi. Euh, En tous les cas, ce qui me semble vraiment très important, c'est euh, de rappeler à nouveau que si on choisit, étant donné qu'on prend des milliers de décisions par jour, si on fait un petit pas vers soi tous les jours, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais commencer à penser à quelle musique qui me fait plaisir et que j'ai envie d'écouter, qu'est-ce que j'ai envie de manger, comment j'ai envie de m'habiller, avec qui j'ai envie de passer du temps, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait kiffer. Je crois que le mot du moment, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer. Si j'arrive à avoir ce petit mot à peu près partout dans toutes les sphères de ma vie, ça veut dire que je suis vraiment au bon endroit. Pour, et
Et forcément, dans la vie, il y a des moments où on peut pas être motivé, on peut pas être en joie de tout. On baigne tous dans un environnement qui est plus ou moins compliqué depuis des années. Euh, pour autant, on peut choisir de focaliser notre attention sur ce qui est important pour nous. Et lorsqu'on n'a pas le choix, qu'on doit faire des choses qui vont nous demander des efforts, etc., euh, vont prendre de notre énergie, moi, j'ai tendance à dire, bah, cadrons. C'est-à-dire, ok, je veux bien t'aider, mais sache que là, je suis pas compétente. Je vais le faire, mais parce que je veux t'aider, mais voilà, sache que ça va prendre mon énergie. Je vais pas être très très efficace. Ça va rien m'apporter, etc. Je veux bien le faire pendant 15 jours pour toi, mais après tu vas trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Donc je cadre à chaque fois dans tous les contextes de notre vie, et ça permet de vraiment bien progresser. Tout à fait. Connaître ses propres limites. Bah Oui, écoute, merci beaucoup Christelle pour tout ça. Ce que je propose peut-être avant de, voilà, de clôturer, c'est peut-être d'ouvrir les questions parce que voilà, il y a eu quelques personnes qui nous ont écoutés en direct. J'ai pas vu forcément de questions dans le chat, mais comme je disais, enfin, s'il y en a certains qui ont envie, suite à ce qu'on a un petit peu discuté ce soir, de rebondir, voire de partager une expérience aussi de vie parce que ça peut être aussi très très avec plaisir. concret, très pragmatique. Voilà, bah, bienvenue, bienvenue à vous. Il y a Oui, aucun- vous pouvez peut-être mettre vos caméras, je ne sais pas si vous le souhaitez, qu'on vous voit euh, et, euh, et qu'on puisse échanger avec grand plaisir. En- je reconnais des visages. Ça me fait plaisir. Oui. Euh, En tous les cas, j'aurais à cœur de vous partager certaines petites choses. Peut-être que je vais le mettre dans les liens. Euh, alors, je vais vous copier plusieurs choses. Déjà, euh, je vais vous parler d'un livre d'un roman thriller écologique qui m'a enchantée. Ça s'appelle Le siècle bleu. Ça a été, euh, ça a été écrit par Jean-Pierre Gou. Euh, c'est un thriller qui parle de tout ce qu'on vient de partager, mais en même temps qui remet notre vie dans le contexte que nous vivons actuellement. Et je trouve que c'est une invitation à trouver un nouveau paradigme, une nouvelle histoire. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Euh, et donc, ça me c'est vraiment quelque chose qui m'enchante. Donc, je vous partage dans le chat Le siècle bleu de Jean-Pierre Gou. Je vous invite vraiment à visiter ce site parce que il y a la possibilité de voir la Terre en entier euh, euh, c'est une vue magnifique. Et puis, je vais vous parler des 2030 Glorieuses créé par, par Julien Vidal, qui encourage les utopies optimistes, qui encourage à rêver quelque chose de meilleur. Et je trouve que on en a vraiment besoin. Et c'est finalement œuvrer au quotidien pour ce qui est bon pour nous, ce dont on a envie plutôt que de se morfondre pour quelque chose qui nous prend notre énergie et qui nous plombe. On a toujours le choix, c'est toujours euh, se focaliser sur ce qu'on a envie d'advenir en fait. Euh, j'avais envie de vous partager ça. Est-ce que Mm. tu as les références à faire passer ou sinon je peux les faire Ça y passer est, je les ai après? mises dans le... Ah non, j'ai pas appuyé J'ai sur le pas petit vu. envoi. J'ai Voilà. pas envoyé.
Moi, j'avais Voilà. pas Ah bah envoyé. génial, super. Ok, bah comme ça, ouais, il y a les sites internet, génial. Ok. Et puis il y a Marie qui voulait intervenir, donc il y a juste à rouvrir le micro. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, Parfaitement. bonjour Marie. Bonjour, merci pour tout ce magnifique témoignage et puis l'organisation de cet événement, de cette rencontre qui pour moi fait énormément de sens. J'ai énormément appris par votre témoignage et en fait c'est incroyable parce que j'ai l'impression d'avoir entendu ce que moi je suis en train de traverser depuis un an et Hmm. avec énormément de points communs. Je vais pas lister toutes les caractéristiques de ma personnalité, mais enfin cette hypersensibilité, etc. Et un enfant qui a fait une phobie scolaire pendant 3 ans et qui très très sévère et qui m'a ouvert la voie, mais en me faisant aussi, en contribuant aussi au burn-out très sévère que je vis depuis l'année dernière, Hmm. puisqu'en fait il a fait cette phobie scolaire au moment où moi j'étais nommée sur un poste de directrice. Et j'ai été nommée sur un poste de directrice dans une organisation où je travaille depuis maintenant 23 ans. Une organisation que j'adore, qui est une organisation internationale européenne qui œuvre pour les droits humains, la démocratie et l'état de droit, qui sont des valeurs qui m'habitent. Et une organisation pour laquelle j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 23 ans. En mettant en place dans mes précédents postes plein d'initiatives pour faire découvrir l'intelligence collective, les nouvelles formes de management, plus horizontales, etc., en allant explorer dans plein de pays pour ramener ces pratiques-là dans mon organisation, voilà, maintenant depuis, on va dire, à peu près 2014-2015. Avec Frédéric Laloux. Oui, tout Oui, à fait, avec voilà. Isaac Getz, que j'ai fait Oui. venir au Conseil de l'Europe, enfin, Hmm. voilà, et donc beaucoup d'initiatives menées en dehors des carcans hiérarchiques et administratifs qui sont un peu, qui sont le quotidien d'une organisation, enfin de beaucoup d'organisations de toute façon, mais des organisations publiques peut-être encore plus. Enfin voilà, je me suis battue sur plein de choses et j'ai avancé sur beaucoup de choses d'un point de vue de l'organisation. Et ensuite, j'ai été nommée sur un poste de directrice, un poste dont je rêvais depuis très longtemps, directrice d'un centre européen de la jeunesse qui fait venir des jeunes de toute l'Europe pour les aider dans leur rôle d'activiste pour les droits de l'homme dans leur pays. Et malheureusement, j'ai été nommée sur ce poste en 2021, au moment du Covid. Et donc, le poste dont je rêvais depuis toujours est devenu un poste cauchemardesque. Mais j'étais tellement aveuglée parce que je pensais pouvoir y faire que je me suis complètement usée, enfin épuisée en travaillant 24 heures sur 24, presque 7 jours sur 7 pendant 4 ans. Et en même temps, mon fils a fait sa phobie scolaire et j'ai continué. Donc, je faisais nuit, jour, week-end, Hmm. sans décrocher tellement j'étais enfermée dans mon, dans tous ces conditionnements. Alors, moi aussi, je suis fille de prof. Pour moi, l'école, c'est sacré. Donc, j'ai pas réussi très, très facilement à accepter que il fallait le sortir du système. Mais enfin, du coup, il s'est sorti tout seul parce que, en fait, il était tellement mal que c'était pas possible autrement. J'ai construit un système avec lui, pour lui. J'ai réussi à m'ouvrir à autre chose grâce à lui, pour lui. Nos enfants sont nos maîtres, je, Voilà. je, je Et ça, dirais. c'est la première chose qu'on m'a dit. La première fois que j'ai consulté pour lui, ma généraliste m'a dit, nos enfants sont là pour nous montrer quelque chose qu'il faut Hmm. qu'on apprenne. Hmm. Et en fait, il m'a fallu le burn-out. Une fois il a été sorti de la phobie scolaire. Moi, j'ai continué, hein, je me suis jamais arrêtée et aujourd'hui, j'en paye le prix.
parce que j'ai pas vu l'essentiel, j'ai pas su lire tous les signaux que j'avais, tous les messages que mon corps m'envoyait, jusqu'à ce que l'année dernière, je m'effondre complètement, je fasse une pneumonie qui m'a amené de l'asthme, qui m'a recréé une mononucléose, qui m'a empêché de respirer, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus monter les escaliers dans ma maison, je ne pouvais plus marcher, moi qui suis extrêmement sportive. Et, euh, Donc ça vous a arrêté. et ça m'a arrêté. Mm. Et ça m'a arrêté. Alors, mon médecin m'a arrêté pour burn-out, mais moi, je n'y croyais pas. Et comme en plus, je sentais que j'étais malade physiquement, j'ai été malade pendant plusieurs mois avant de m'arrêter. Ben en fait, quand on a enfin diagnostiqué que j'étais malade physiquement, j'ai pu lui dire, ben, vous voyez bien que c'est pas un burn-out, vous voyez bien que ça fait des mois que je vous dis que je suis malade. Donc j'étais encore dans le déni et, Mm. euh, et il m'a fallu plusieurs mois, c'est-à-dire vraiment une fois que j'ai été soignée physiquement, il n'y a que là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait je ne supportais plus de recevoir un SMS. Mm. Ça me faisait, ça me créait un stress extrême et que j'ai enfin accepté que je faisais un burn-out. Oui, c'est un processus très long de sortir du déni déjà. Ouais, Euh, et quand on sort du déni, ça permet alors de se reconstruire. mm. Mais merci à votre petit garçon. Oui, Euh, c'est ça, Merci à votre petit garçon. Il n'y a jamais de hasard. Ils sont là pour nous arrêter, pour nous faire comprendre que voilà, on n'est pas forcément la maman qu'il faudrait. Euh, on a besoin d'être là pour eux. Mais la maman, elle voudrait faire tellement de choses. c'est ça. Euh, voilà. Et moi, j'avais une question en fait. Bon, là, je suis maintenant en phase de reconstruction. J'apprends énormément de choses. Voilà, j'ai dû accepter de changer de poste, ce qui pour moi était vraiment très très difficile parce que pour moi, j'avais pas eu la possibilité de faire tout ce que j'avais envie de faire sur ce poste. Mais j'ai eu la chance qu'un ancien directeur général de mon organisation me tende la main pour me reproposer mon ancien poste qui venait de se libérer. J'ai repris le travail à temps partiel au mois de janvier et je me suis de nouveau effondrée Mm, au mois de mars en me sentant pas à ma place, en me sentant plus capable de faire ce que je faisais avant. mm, Et j'ai complètement dévissé avec une énorme crise d'angoisse qui m'a réellement fait plonger encore plus bas. mm, Il y avait des choses qu'il fallait que je voie et que je pense que j'avais pas encore été jusqu'au bout du processus. Et donc voilà, je suis de nouveau dans une phase très intense avec une espèce de crise de réconciliation, enfin, qui est passée par une rupture très forte, un mm, rejet très fort qui a été mental et physique. J'ai eu l'impression de mourir, vraiment. mm. Vous êtes un Euh, phénix. Vous renaissez de vos cendres, en fait. voilà. Et en fait, je ressens ça très fortement, c'est-à-dire que maintenant, je nais enfin. Et, euh, et il a fallu que je me réconcilie avec moi-même, hein, et c'est pas encore abouti. J'ai plein d'idées, notamment. Alors, c'est fou parce que vous avez aussi partagé votre enfance. Moi, j'ai grandi dans la nature, en Haute-Loire, dans un département très sauvage, dans une maison au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Et maintenant, j'ai énormément besoin de me retrouver dans la nature. Je suis en train de reconstruire un lien avec ma région d'origine et avec la nature. Et pour moi, et je suis aussi en train de me former au coaching parce que pour moi, Votre, votre question, pardon, quelle est-elle? oui, pardon. Et en fait, pour moi, la question, c'est comment vous avez fait, enfin, comment vous avez opéré cette réconciliation euh, professionnelle en particulier vis-à-vis des attentes des autres euh, qui vous connaissaient autrement, qui vous connaissaient différemment pendant 20 ans et qui avaient Mm, des attentes, qui vous exprimaient peut-être ces attentes. Enfin, parce que pour moi, j'ai senti que c'est vraiment quelque chose qui a contribué à ce que je dévisse aussi, parce que j'étais encore pas prête à accepter tous mes nouveaux euh, mm. talents, ou je sais pas comment les appeler, mais voilà, je suis encore en cours d'acceptation, mais pour moi, ça, c'est quelque chose de capital. Oui.
Déjà, merci pour votre témoignage et puis cette question. Euh, en fait, je vous parle uniquement de moi. Donc, c'est que il y a plein de possibilités différentes. Euh, L'important, c'est d'écouter aujourd'hui ce qui vous appelle. Euh, je dirais que si vous avez envie de reprendre le travail, vu déjà, vu la sévérité de votre burn-out, le jour où vous aurez envie de revenir au travail, attendez encore 6 mois. Parce que c'est votre mental qui vous parle et c'est pas votre corps. Et pour prendre vos décisions, vous avez besoin d'écouter votre corps. Euh, et votre corps doit vraiment vous guider vers ce à quoi vous aspirez. Et donc, les... si vous écoutez ce corps, vous allez vous diriger vers un endroit ou un poste qui ne sera pas comme avant. Ou si vous restez dans l'entreprise qui est la vôtre, vous agirez différemment. Donc, vous n'entendrez plus les mêmes questionnements, les mêmes demandes, ou vous les recevrez différemment. Euh, L'important, ce n'est plus les demandes extérieures, c'est, ce sont vos aspirations. Il est important que vous restiez et loyal à vous-même avant toute chose. Quelles que soient les décisions que vous preniez, ça implique de faire des choix qui vont vous diriger dans une direction que vous ne connaissez absolument pas pour l'instant. Et c'est aussi accepter ça. C'est accepter l'inconnu. Je ne sais pas si euh, je réponds à votre question. En tous les cas, c- là, ce que j'entends, c'est que vous êtes en rémission, vous êtes en train de consolider la nouvelle personne que vous êtes. Donc, prenez bien le temps de consolider la personne que vous êtes avant toute décision. Parfois, oui, parfois on a des pressions extérieures, parfois on n'a pas le choix entre guillemets pour des raisons financières ou autres. Euh, je dirais que le plus petit pas dans la nouvelle direction doit être quelque chose qui vous convient. C'est une politique de petits pas. Euh, je sais pas. Voilà la réponse que je pourrais vous donner. Merci. Je vous en prie. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, cet échange de vulnérabilité. Donc, c'est un premier pas, hein, de courage, d'authenticité aussi, Mm, d'être oui, soi dans un groupe qu'on ne connaît pas forcément, en plus avec un écran interposé. Donc, bravo. Est-ce oui. qu'il y aurait d'autres envies voilà, des questions, des commentaires, des témoignages? Gaël, je vois Gaël. Google Pixel 9. Alors, le micro. Ouais, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, on t'entend plus. C'est passé. Non, non, c'est normalement, c'est bon. C'est bon là, oui. Ah, non. Ben, je ne vois plus. Ah, je crois que Oui, j'ai l'impression qu'elle a été déconnectée. oui. Elle va peut-être Donc, revenir. elle va peut-être revenir. En appuyant peut-être sur le bouton du micro, ça a déconnecté. Oui. En même temps. D'autres. Ah bah ça y est, elle revient. Ah, ah, Voilà. voilà. Hop. Oui, Oui, Gaël. oui. Alors, je vais me mettre, je sais pas si vous m'entendez là, du Très coup. bien. Bon. Ah bah super, super, super. Hop, tac, je vais mettre là. Voilà. Oui, donc du coup, moi aussi j'ai fait un burn-out. Euh, je ne sais pas s'il était sévère ou pas, enfin, je n'arrive pas à évaluer. Ce qui m'a percuté, alors, il y a plusieurs choses, c'est que déjà, moi je suis dans l'aide à l'autre, je suis dans l'accompagnement et psychologique, enfin, surtout, et des personnes vieillissantes.
Et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que vouloir faire le bien, c'était pas forcément faire du bien Mm. tout le temps. Mm. Que parfois on a envie d'arroser une plante en pensant qu'on va lui faire du bien et on la noie. Et Mm. que, enfin, ça, c'est quelque chose que j'étudie en ce moment. Je me dis peut-être que mon accompagnement n'était pas très bien adapté parfois, peut-être un peu trop. En tout cas, je me suis laissée sur le bord de la route, donc j'essaye un peu de me récupérer. Mm. Et puis, j'ai une question parce que effectivement, ça a été dit un petit peu, mais la société est quand même très difficile en ce moment. Trouver du travail, c'est pas évident. S'intégrer, se loger, etc. Même la rencontre à l'autre, Mm. malgré les communications qu'on voit aujourd'hui. Euh, Comment on peut être fidèle à soi tout en ayant ces obstacles, parce qu'effectivement, bah, on a besoin de trouver une activité pour manger, pour vivre, et que bah, c'est pas toujours en fonction de soi. Alors, on en a conscience parce que souvent, quand on se sent pas bien quelque part, enfin, même si on n'est pas hypersensible, on le ressent, on sait bien que c'est pas notre place, mais parfois, on n'a enfin, pas le choix, entre guillemets. En fait, est-ce qu'on Mm. a le choix ou pas le choix? C'est la question que j'ai. Alors, moi, je suis une jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que euh, je crois sincèrement, en tous les cas, c'est la façon dont je fonctionne. Euh, je, j'essaye toujours de me respecter. Et aujourd'hui, je me rends compte que plus je me respecte et plus les opportunités qui vont me respecter arrivent. Euh, mais si j'accepte des choix qui ne me correspondent pas, c'est comme si je remplissais mon verre de quelque chose qui ne me correspond pas. Et du coup, je ne peux plus voir les opportunités qui me correspondent. Ça demande de la patience et de la foi. Euh, et, et moi, je suis devenue comme ça. C'est-à-dire que malgré tout ce que les gens peuvent penser sur mon parcours, franchement, ma vie a été compliquée. Ça n'a pas été rose tous les jours. Euh, j'ai fait des choix qui sont durs. Voilà, je n'ai plus du tout, j'ai quitté le monde académique, je n'ai plus du tout le même salaire. J'accepte des contraintes financières qui sont sévères, euh, mais je suis heureuse. Et donc, je reste fidèle à moi-même. Si je peux répondre à ta question comme ça, c'est parfois, effectivement, temporairement, on va accepter un boulot qui ne correspond pas forcément bien. Euh, L'important, c'est de se laisser la marge de manœuvre pour trouver celui qui va nous convenir, de pas remplir complètement son verre avec quelque chose qui ne nous convient pas. C'est notre juste, comment dire, c'est vraiment être à l'écoute de soi, être attentive à si au bout de quelques jours, quelques semaines, bah, ça va pas du tout, bah, c'est accepter de changer. Euh, c'est déjà bien d'essayer. Euh, voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, après, c'est pas facile à faire quand C'est pas facile. Mm, voilà, enfin, il n'y a pas que moi, hein, mais j'ai plein d'exemples autour de moi et de mm, personnes qui sont seules et qui financièrement ne peuvent pas compter sur quelqu'un d'autre et qui ne peuvent pas, qu'on passe ce choix-là et qui s'épuisent en fait vraiment mm, mentalement parce qu'elles sont absolument pas à leur place. Et, euh, et c'est vrai que la question de la place aujourd'hui, je trouve qu'elle est fondamentale parce que trouver sa place, c'est extrêmement difficile dans cette société qui nous impose un système, qui nous pousse à aller vers des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller, euh, mm, qui nous contraint aussi à des choses de consommation, etc. Euh, Effectivement, le retour au naturel, à la nature, avec beaucoup moins de consommation, un retour à l'essentiel,
C'est sûrement ça le vrai bonheur et ça sera certainement la clé bientôt. Mais voilà, il faut pouvoir s'extraire de ça et cette oppression, elle est quand même très forte. Euh, Enfin, C'est c'est la ce que... politique des, c'est la politique des petits pas. C'est faire des choix petit à petit qui vont nous permettre de prendre le virage. Donc, c'est peut-être accepter dans un premier temps de faire un boulot qui n'est pas tout à fait juste pour nous. Pour autant, tu as conscience euh, tu as conscience que c'était pas tout à fait juste, donc tu restes ouverte et Mm, tu cherches à autre chose. Et mm, donc, c'est, c'est dans toutes les sphères. En fait, pour moi, que c'est pas seulement le travail, c'est tout ce qui nous entoure. Si on arrive à trouver une stabilité dans différentes sphères de notre vie, ça nous permet d'être beaucoup plus solide mm, et de pouvoir prendre des virages. Donc, peut-être que le changement, c'est pas tout de suite au niveau professionnel, mais ça peut être un autre niveau. Euh, et c'est accepter oui, c'est une politique de petits pas. Et puis, de par mon vécu, je dirais que plus on fait des choix en se respectant soi, mm, euh, mm, plus on va rencontrer des gens qui finalement sont comme nous, qui nous ressemblent, qui nous ouvrent des opportunités. Euh, Moi, je recommande souvent le bouquin de Ken Robinson qui s'appelle Trouver son élément. Et dans ce bouquin, il explique que si vraiment on cherche sa place, trouver son élément, c'est quand on voit quelqu'un qui joue de la guitare et qui est complètement dans son élément et on se dit, oh, celui-là, il est dans un autre monde, mais il est bien. Et ben, comment il a fait pour arriver à ce job? Comment il a fait pour arriver à être à sa place? Eh ben, Ken Robinson explique que plus on va côtoyer des gens qui nous ressemblent, plus on va côtoyer des gens qu'on admire ou qui nous nourrissent, plus on va aller dans des endroits qui nous font du bien, plus on va rencontrer des opportunités qui nous ressemblent. Euh, donc, mm, tout l'enjeu, quand on déménage, et moi qui ai déménagé tant de fois, plus d'une, presque une quarantaine de fois, eh bien, c'est le plus gros challenge au départ. C'est se recréer des réseaux. C'est trouver voilà les interlocuteurs qui nous nourrissent. C'est rencontrer des gens avec qui on va avoir plaisir à, à échanger. Ça va être trouver des associations, des cercles qui vont pouvoir nous nourrir et qui vont nous mm, permettre d'avoir des opportunités. Mm, mm, mm. Bien. mm, Et je me permets de compléter, il y a peut-être une autre clé aussi dans des fois l'entre-deux, ce qui est des fois difficile à vivre, c'est la transition. C'est aussi objectiver les situations parce que des fois, on s'imagine qu'il y a un idéal, c'est-à-dire qu'il y a soit rien ne va, soit il y a vraiment une place qui serait merveilleuse. Et en fait, il y a aussi à penser aux bénéfices de la situation que vous vivez aujourd'hui et que vous avez vécue. Hein, mm, parce que être fidèle à soi, ça signifie pas forcément ne pas faire de compromis. mm. C'est vrai que je rejoins Christelle, c'est être aligné avec ses valeurs, mais aussi rééquilibrer des perceptions. Hein, il y a trop de perceptions, des fois d'idéal, et du coup, on ne voit plus ce qui nous convient quand même, même dans un boulot alimentaire, bah, sans en faire une identité. Voilà, c'est un peu ça les pistes aussi potentielles. Super, merci pour ce complément, Aude Valérie. J'ai vu que Marie W souhaitait intervenir tout à l'heure. Euh, donc, je ne sais pas si Marie est à nouveau disponible pour Oui, ça. est-ce qu'on m'entend? Super, Marie. Ravie Oui, de te alors, voir. oui, alors attends, je voulais remettre la caméra aussi, mais je sais pas pourquoi. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, j'ai plus accès à l'écran, mais bon, si vous m'entendez, c'est le principal. Oui, merci Christelle pour ce témoignage. Bon, je connais ton parcours de vie, mais voilà, le mettre
en perspective de manière complète et avec distance. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très riche. Je n'ai pas de question particulière, plutôt une observation sur un point que tu as évoqué, à savoir le fait qu'on pense aider les autres en faisant à leur place, Mm. et finalement, c'est par empathie, c'est par générosité, et finalement, on prend plus de place et on n'aide personne et on n'aide pas soi-même non plus. Et je trouve que c'est un piège dans lequel on peut s'enfermer assez facilement et qui contribue à s'oublier soi. Et puis finalement, on fait aussi du mal à ses proches, aux personnes qu'on souhaite aider. Voilà, en agissant ainsi. Donc, voilà, j'ai notamment retenu cela, mais il y avait beaucoup d'autres éléments très, voilà, qui sont justes, même sans avoir traversé de burn-out. Voilà, on a tous eu des accidents de la vie, des parcours. Voilà, voilà, la vie, c'est une succession de bonheur et de difficultés. Et donc, voilà, je trouve que voilà, ce partage de ton expérience, elle s'applique à beaucoup d'entre nous. Donc, merci pour cela. Merci beaucoup, Marie. Et merci, oui, de revenir sur ce point essentiel. Euh, c'est que pour X raisons, on nous a éduqués euh, en disant qu'on est au service d'eux et on doit aider les autres. Euh, une des plus grosses leçons de ma vie, c'est que lorsqu'on ne nous demande pas d'aide, eh ben, on n'aide pas. On n'aide pas quand on nous a pas demandé d'aide. Parce que sinon, on va nous le reprocher. Parce que sinon, ça va nous revenir dans les dents à un moment ou à un autre. Donc, je dirais que c'est poser la question, est-ce que tu veux que je t'aide? Ou, et si on nous dit oui, bah ça va. Mais si on ne nous a rien demandé, eh ben, on ne fait rien. Et parfois, c'est très dur parce que on aimerait tellement que la situation aille mieux, on aimerait tellement que la personne fasse autrement. Et, euh, et récemment, justement, dans une canalisation, dans une lecture, euh, eh bien, ça faisait apparaître comment une maman qui avait des enfants. Donc c'est une histoire, hein, ça n'est pas quelque chose de. C'est symbolique et métaphorique. Une maman d'enfants siamois, donc non pas des chats, mais des enfants qui sont collés, collés par le dos, n'est-ce pas? Ces enfants étaient très heureux. Ils avaient été acceptés par la communauté, ils étaient acceptés euh, par tout l'environnement. Et puis un jour, pour X raison, la maman a décrété que pour leur avenir, il était important de les séparer. Et donc, elle les a fait séparer. Et ce qui a donné, ben, c'est que ben, ces enfants étaient très heureux joints. Et finalement, ils perdaient toute leur joie de vivre en étant décollés. Leur vie ne faisait plus aucun sens. Et pourtant, elle était persuadée de bien faire les choses et que c'était pour leur bien. Et, euh, et symboliquement, ça montrait l'importance de laisser les choses qui sont liées telles qu'elles sont, de ne pas les séparer. Euh, et dans ma vie, au niveau professionnel, j'ai voulu aider alors qu'on m'avait rien demandé. Eh bien, mon Dieu, que c'est allé loin par la suite. Euh, on a dû être aidé par une médiation pour arriver à faire sens de ce qui s'était passé. Donc, une leçon de ce soir à retenir, c'est quand on ne nous demande pas d'aide, on n'aide pas. Et oui, le sauveur. Le fameux sauveur.
qui peut se retrouver victime du coup. Et puis bourreau, eh ben, on devient bourreau quand on aide parfois. Tout à fait. Euh, Tout à fait. mm. Je crois que c'est le plus Le fameux beau, triangle de au Karpman, début. oui. Et ouais. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. A priori, je vois plus d'autres mains levées ou de questions ou envie de commenter. On peut encore en prendre une hein, si. Oui, si quelqu'un veut faire un commentaire. Merci. Merci Marie. Donc je peux vous mettre la référence. J'ai cité Ken Robinson. Oui. Robinson, Trouver son élément. Et il en a écrit un autre. Je crois que ça s'appelle l'élément tout court. Est-ce que c'est apparu sur l'écran? Non, pas encore. Ah, bah, j'ai dû l'effacer. Donc, Ah, je recommence. Ken Robinson, euh, trouver son élément. Voilà. voilà, super. C'est passé cette fois-ci. Mm. Bon, bah, on a de quoi lire, on a de quoi regarder. Le replay sera aussi envoyé de toute façon pour réécouter aussi tout ce que tu nous as partagé et puis voilà la richesse de ton expérience et surtout de ton vécu au-delà des connaissances théoriques, hein. Donc je pense que ça a résonné dans le groupe, des personnes se sont retrouvées, donc c'est ça toujours qui est génial, hein, c'est la magie du moment. Donc ok, bah Sophie, Oui, ça nous donne de merci l'espoir, bah, c'est beaucoup, ça. Sophie. Ravie de t'avoir revue, Sophie. C'est vraiment un plaisir, au plaisir de se donner des nouvelles prochainement. Et ce que je pourrais dire, c'est que j'accompagne, donc j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger au niveau international. J'accompagne dans le monde entier, en fait, à distance, et à la fois au niveau local. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Mm. Voilà, local, on n'a pas précisé. Donc toi, tu es proche de Redon, on va dire ça comme ça. Oui, en Bretagne, en Voilà. Bretagne maintenant. Voilà. Euh, mais j'ai des clients qui sont à Hong Kong, voilà, j'accompagne grâce au super Internet que nous avons Oui. à notre disposition. Je peux intervenir plus loin. Bah, de toute façon, voilà, j'ai remis comment nous retrouver, donc il n'y a aucun souci. Ok, bah, il y a très peu Merci de Marilyn. témoignages. Ouais, merci beaucoup. Super. Mm. Bah, en tout Eh ben, cas, merci beaucoup Aude Valérie pour ce moment de partage et cette opportunité de parler de mon parcours. bah, merci à toi. Je pense que c'était un plaisir partagé pour tout le monde. Est-ce que tu as envie un dernier mot de la fin, voilà, quelque chose que tu aurais envie de, voilà, pour clôturer cette superbe. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et vraiment, je suis convaincue que nous allons vers un mieux, même si tout ce qui nous entoure semble indiquer le contraire. Mais dans le yin et le yang, il y a toujours, dans le noir, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du noir. Et il ne peut y avoir euh, de lumière s'il y a de l'ombre et vice-versa. Donc, l'important, c'est d'œuvrer au quotidien pour ce qui est cher pour vous, de pas lutter contre. Euh, si on lutte, si on est contre, on s'épuise. Donc, c'est vraiment œuvrer pour ce qui vous met en joie. Je vous encourage à ça. Merci pour ce très beau message final. Et puis voilà, pour ceux qui ont envie de nous suivre, il y aura peut-être d'autres événements qu'on fera donc l'une et l'autre, et puis des partages à venir. Donc merci pour votre présence et merci Oui, merci à Christelle vous. encore. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.